comment transformer une maison dégueulasse en un bien luxueux que les gens vont s'arracher et comment transformer une maison sans DPE en une maison avec un DPE A. C'est ce que nous allons voir dans la visite que je vous propose aujourd'hui et je vais aussi vous partager toutes les leçons que vous pourriez tirer de cette opération immobilière. Bienvenue à Bordeaux, salut Pascal et merci de nous recevoir. Salut Yoni, bienvenue à Bordeaux. Merci beaucoup. Donc il s'agit de ce bien, donc déjà la façade annonce un petit peu la couleur. Ouais, effectivement on a un beau bâtiment qui fait 213 mètres carrés qu'on a rénové entièrement pour 300 000 € de travaux et pour en faire une belle demeure, une résidence principale dans un quartier très résidentiel à Bordeaux avec jardin et piscine. Et ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on entre à l'intérieur pour la visite. Eh bien écoute, bienvenue dans cette jolie bâtisse, donc rue Merci. Georges Mandel à Bordeaux. Voilà, donc on est en plein cœur du quartier Saint-Seurin. C'est une OP qu'on vient de terminer en termes de rénovation. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas justement le quartier Saint-Seurin, moi je ne connaissais pas jusqu'à il y a 10 minutes. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur plutôt les beaux quartiers, si j'ai compris. Exactement, ouais. C'est plutôt un quartier haut de gamme à Bordeaux, très familial, très résidentiel. D'où l'importance ici d'avoir conservé vraiment l'aspect maison individuelle et de ne pas avoir cherché à faire de la division en appartement. Ok. Ouais. Et ben vas-y, je te laisse nous faire un peu la visite. Ça marche. Ici, vous aviez prévu d'y faire quoi? Parce que c'est un peu challengeant quand tu entres et tu as la rue et direct tu as une pièce. Ouais, effectivement. Alors on a réfléchi à faire un petit sas d'entrée. Ouais. Simplement, il y a des gens qui nous disaient que c'était mieux, d'autres moins bien, etc. Donc on s'est dit on laisse la liberté. Et si l'acquéreur le souhaite, on propose de fermer ici ou alors à minima de mettre une petite claustre à bois pour faire au moins une petite séparation avec l'entrée. D'accord. Mais c'est vrai que ça surprend pas mal de monde de tomber directement dans le salon. Donc là, c'était prévu pour être un salon. Exactement. Donc là, c'est le salon, l'espace télé ici avec le canapé qui est là. Ok, Voilà. super. On enchaîne ici avec l'espace du coup salle à manger cuisine qui a des très belles ouvertures sur l'extérieur et sur le jardin. Alors là, déjà, tu me disais que ici, c'était un mur porteur. Exactement. Quand on a acheté, voilà, ici c'était fermé, c'était un mur porteur. C'était un des plus gros enjeux techniques du chantier. C'est-à-dire que pour abattre, on a dû faire intervenir un bureau d'études qui nous a dimensionné la création d'une poutre et d'une semelle. Et donc on a suivi évidemment les préconisations à la lettre pour ouvrir cette partie-là qui soutient en fait tout le haut de la maison, quoi. Parce que là, il y a un coffrage nécessairement, mais la largeur du mur, c'était quoi, un mur de 80? Ouais, alors on est sur des vieilles bâtisses en pierre qui datent du début 20e, 19e parfois, où effectivement on peut avoir des murs qui font jusqu'à, au minimum en général à Bordeaux, ça fait du 50-60, et sur des murs de refend, ça peut aller jusqu'à 80. Donc là, effectivement, ça paraît beaucoup plus large, mais c'est parce que simplement la poutre qu'on a coulée est beaucoup plus large que le mur initial. Voilà. Donc on a d'abord coulé le haut, et ensuite on a enlevé les coffrages, on a coulé la semelle, et ensuite on a mis les poteaux. D'accord, très bien. Ok. Donc, belle cuisine ici. Ouais. Effectivement, on a mis une cuisine qui est élégante et en même temps assez sobre, voilà, pour laisser l'opportunité à ceux qui achètent quand même de se projeter un petit peu. Ouais. Voilà, donc on a fait quelque chose de moderne, très épuré, mais en même temps très fonctionnel, qui nous laisse ici un espace salon où on peut quand même manger, et puis qui laisse un beau plan de travail pour cuisiner, mettre les appareils électroménagers. Ok. Alors, on a un super extérieur qu'on ira voir, patienter, on ira le voir à la fin de la vidéo, mais on va aller voir les étages. Ouais, allez, ça marche. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la visite, et ensuite on vous expliquera un petit peu tout ce qui a été fait ici, le budget rénovation, les complexités qui ont été rencontrées sur le chantier, etc., pour que vous puissiez en tirer un maximum de valeur. Donc là, super bel escalier en pierre. Oui. Effectivement, alors on a tenu à garder, séparer l'authenticité du bâtiment. On a ravalé toute la pierre intérieure de l'escalier, toutes les marches sont en pierre, et on a rénové également toute la rambarde qui est d'origine. Donc on a poncé, repeint les barreaux. Voilà. C'est vraiment une belle réno. Ouais, tout à fait. Le but ici, c'est du bien vraiment haut de gamme. Donc il fallait faire des prestations de haute qualité tout en conservant un peu le cachet de l'ancien, ce qu'on a essayé de faire au maximum, et tout en répondant aussi aux nouvelles normes énergétiques. Ouais, voilà. Et ça justement, on va en reparler puisque là-dessus vous avez obtenu un très beau résultat. Ouais. On regarde de ce côté-là d'abord, côté rue. Ouais. C'est lumineux de partout. Enfin, elle est vraiment super. Tout à fait. Alors on est orienté en fait nord-sud.
Ouais. Donc du coup, on a le jardin qui est au jardin avec piscine qui est orienté nord et cette façade qui est orientée sud. Ce qui est quand même appréciable aussi par les temps qui courent parce qu'avec les fortes chaleurs chez nous, de plus en plus de gens aiment plutôt avoir l'espace de vie au nord. Ah bah ouais. Voilà. Et au sud, en fait, tu crames, tu peux plus te mettre au sud. Exactement, on ne tient plus l'été. Donc voilà, donc ici, à cet étage-là, on dessert une suite parentale de l'autre côté, une chambre ici et un espace buanderie juste derrière la cloison. Ok, et ben allons voir. Donc là, on est dans l'espace ici buanderie. Pas mal, hein. Si vous avez de la surface sur les biens que vous aménagez, ça c'est des trucs qui font une vente, ça aujourd'hui. Enfin, tu vois, les gens qui viennent visiter disent ah super, c'est pratique, il y a un espace buanderie, c'est un truc, genre, ça peut convaincre les gens d'acheter. Non, clairement, ça fait la différence, d'autant plus que c'est des biens qui se prêtent surtout à des familles hein, avec plusieurs enfants. Donc d'avoir un espace pour faire le linge, etc., ranger un peu les produits, c'est toujours appréciable. On a un WC par niveau, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Et voilà. Et de ce côté-là, ce qui est sympa, c'est qu'on a les petits balcons hein, qui donnent sur la rue Georges Mandel, donc c'est toujours appréciable. Et puis voilà, on a la suite parentale, donc vraiment très sympa de l'autre côté. On vous a gardé le meilleur pour Ouais. la suite. C'est-à-dire pour la fin, mais c'est pour la suite. Donc voilà, très belle suite parentale qui dessert ici un beau solarium dans lequel on peut imaginer un petit salon d'été, un bureau, enfin voilà, un espace en fait où on a vue sur le jardin dégagé, qui est finalement assez ouvert et très sympa à habiter quoi. Quand je l'ai vu, vas-y. Quand je l'ai vu, je me suis tout de suite imaginé avoir aménagé ici un bureau avec la vue. Voilà, c'est pas vu sur l'océan, mais c'est vu sur les jardins bordelais et c'est très sympa. Une belle vue, ouais, tout à fait. Super belle vue. Donc là, l'espace, c'est une vraie suite parentale hein, avec donc l'espace bureau, l'espace dressing ici, et puis ici l'espace salle de bain, donc dans lequel on a prévu baignoire, douche, meuble double vasque. Donc une baignoire. Ouais, assez mastoc. Aussi, ouais. Assez mastoc, où là c'est pareil, voilà, on a fait une belle rénovation, mais tout en restant sobre sur les matériaux, les couleurs, pour toujours permettre aux acheteurs de se projeter et de personnaliser s'ils souhaitent. Quoi. Très bien. Et il nous reste encore un petit étage. Oui. Ici, donc sur le palier, on va desservir encore 2 chambres, plus une salle d'eau, donc on peut aller voir la première ici. Donc voilà, ici tu as une troisième chambre du coup qui elle donne sur le jardin, avec son propre dressing aussi, qui est non négligeable en termes de taille aussi. Il est assez grand. Ouais. Donc une salle d'eau ici sur la gauche, un WC séparé. Ça c'est pareil, quand on a du volume, séparer les WC, c'est évidemment indispensable hein, dans ce genre de maison. Clairement. Et là, on a une grande pièce qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, donc on peut imaginer en salle de jeu, coin lecture, salle de jeu pour enfants, etc. Ou qu'on peut éventuellement rediviser si on veut 5 chambres dans la maison très facilement en retirant 2-3 cloisons, en mettant 2 portes. On a l'espace suffisant. Voilà. Et donc là, on est sous toiture où effectivement on a isolé toute la partie comble. Et on a même un petit peu de hauteur sous les combles encore qu'on pourrait récupérer si on le souhaitait pour ajouter un demi-niveau en plus. Quoi. Voilà. Ok, super. Donc je propose qu'on passe à l'extérieur et on va vous raconter un petit peu l'historique du bien, comment il a été trouvé, parce que vous allez voir qu'il y a eu une bonne dose d'audace qui a été mise dans cette opération, et puis les complexités que tu peux rencontrer même encore aujourd'hui sur sa commercialisation. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, donc du coup la maison ouvre sur un jardin qui fait un peu plus de 200 mètres carrés. Donc on a couvert pour un tiers par une terrasse qui est vraiment dans la prolongation de l'espace de vie. Et là, en fin de chantier, on a déroulé des jolis rouleaux de pelouse donc pour avoir une belle finition qui du coup amène sur la piscine qui fait 3 par 5. Donc on a rénové, on a gardé la structure de la piscine et on a simplement changé le liner et puis refait les margelles et on a changé complètement le système de filtration. Voilà, pour repartir sur quelque chose de neuf. C'est vraiment cool. Franchement, si j'étais à Bordeaux, j'achèterais direct. N'hésite pas à y venir, N'hésite pas à faire on est à ton écoute. N'hésite pas à faire une offre prix sans condition. Et donc maintenant, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble la maison depuis l'extérieur, d'autant que là, il y a eu un petit sujet justement qu'il a fallu régulariser. Effectivement, quand on regarde la façade de la maison ici, donc on s'aperçoit qu'on a bien les 3 niveaux et au-dessus du 2e étage, on a 3 petites fenêtres. En fait, ce qui se passe historiquement, c'est que
Le précédent propriétaire a fait une surélévation, avait déposé un permis, mais elle n'a pas tout à fait respecté les plans du permis parce qu'il a rajouté cette espèce de demi-étage qu'on voit en haut. Donc nous, tout le sujet, c'était de savoir comment on régularise, parce que bon, nous, on peut acheter facilement, mais il se pose la question à la revente. Donc ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, au bout de 10 ans, la mairie ne peut pas revenir en arrière, même si les travaux sont non conformes. Donc on ne peut pas nous demander de défaire pour refaire. Par contre, se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais la maison brûle, s'effondre ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut reconstruire à l'identique? Donc pour résoudre cette problématique, nous, on a déposé de toute façon une DP pour les ravalements, remplacement de menuiserie, dans lesquels on a joint tous les plans de façade et les plans intérieurs. La mairie a tamponné le dossier d'urbanisme, ce qui vaut entre guillemets validation de la structure architecturale actuelle, quoi. Okay. Voilà. Alors vous allez entendre des petits coups de disqueuse, il y a un chantier qui est derrière, c'est pas le nôtre, c'est un autre chantier. Ouais. Mais on est sur une vidéo IMO, donc c'est pas grave s'il y a une disqueuse. Donc ça, juste Pascal, c'est pour que vous compreniez, en fait, c'est ton premier vrai projet marchand. Exactement, ouais. C'est le premier projet qu'on a lancé peu de temps après avoir fait la formation. Ouais. Et je vais déjà dire qu'il a suivi aucun des conseils. Effectivement, on a dérogé à quelques règles auxquelles on n'aurait pas dû déroger. Alors, vas-y, à quelles règles tu as dérogé et pourquoi tu n'aurais pas dû déroger? Alors, je dis pas ça pour qu'il s'auto-flagelle, mais juste pour que tu puisses retirer un maximum de valeur de cette vidéo. Bien sûr. Alors, le premier sujet, en fait, c'est quand on a trouvé le bien, il y avait beaucoup de monde sur le coup. Donc, en fait, pour que notre offre passe et pour avoir l'opportunité, pour avoir la faire, on a décidé de faire une offre sans condition et sans aucune condition. Alors, je précise qu'on l'a fait parce qu'aussi, on avait une validation bancaire théorique en amont. Simplement, la vendeuse nous imposait 3 mois de délai et pas un jour de plus. Donc, on a fait une offre sans condition de financement et sur un projet d'une telle ampleur, sur une première opération. Aujourd'hui, c'est vraiment un regret parce qu'on s'est mis dans des situations de stress vraiment intenses. On a fait quelques nuits blanches. Les délais, évidemment, ont été beaucoup plus longs que prévu, donc il a fallu tenir la vendeuse, ce qui a été très difficile. Et clairement, elle était en droit de tout stopper et de nous réclamer la clause pénale qui était quand même de 80 000 €. Auquel cas, on perdait beaucoup, presque tout. Et ça a été le point un peu dur d'entrée de jeu sur l'acquisition. Voilà. Donc, dans vos premières opérations, je vous déconseille, à moins que vous n'ayez le cash, bien sûr, de faire des offres sans aucune condition, puisque effectivement, c'est un levier de négo qui est quand même fantastique. Par contre, c'est un risque qui est très important. En fait, on ne se rend pas compte avant de ce que ça peut générer en termes de stress, en termes d'inquiétude. On se dit que, comme on nous a dit que c'était OK, tout allait se dérouler comme prévu, etc. Et quand on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et quand on se retrouve dans la situation, derrière, moi j'ai une famille, une femme, un enfant, etc. En fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Des fois, il vaut mieux passer, je pense, à côté d'une opportunité plutôt que de se précipiter sur quelque chose et prendre autant de risques. Ouais. Voilà. Donc, vous avez emporté un peu le truc, quoi, ouais. Et donc ensuite, vous avez lancé les travaux. Les travaux, ça vous a pris combien de temps? Alors, on a démarré très exactement le 13 avril, le jour où on a acheté, je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire. Okay. Voilà, et on a réceptionné fin janvier de l'année d'après. Okay. Donc, on parle de à peu près 7 mois de travaux, okay. Pour un montant de travaux de 300 000 € à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, on est quand même sur des chiffres qui sont conséquents pour une première opération. Oui, effectivement. Il fallait avoir le courage d'y aller. Hein. Ouais. Alors après, la rénovation, c'est notre métier. C'est-à-dire qu'on a une entreprise de rénovation. Donc on connaît le sujet, on sait de quoi on parle. Malgré le fait que ce soit notre métier, ça ne nous a pas empêché d'avoir des surprises, des choses qu'on n'avait pas prévues au départ et de dépasser le budget de travaux qui nous avait été accordé initialement. Par la banque. Exactement. Et donc comment vous avez fermé ce gap là? On a dû avancer en fait avec la trésorerie de notre entreprise travaux et la trésorerie personnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un peu vidé les caisses. Donc après on a une activité de travaux qui tourne, donc ça va. Mais effectivement, il nous tarde quand même de revendre cette opération. Et donc du coup effectivement, pour pallier un peu ce trou travaux, il y a quelques travaux qu'on a engagés nous-mêmes. Donc on a réalisé nous-mêmes la terrasse, la pelouse, on a poncé quelques parquets, etc. Enfin on a mis la main à la pâte vraiment pour s'éviter un trop gros creux sur la trésorerie, quoi. Parce que tu dis on a fait des trucs nous-mêmes, mais en même temps tu dis on a une société de travaux, donc c'est un peu la même chose ou c'est pas la même chose? Non, alors notre société de travaux, nous on est contractant général, donc c'est-à-dire qu'on vend des travaux mais on sous-traite en totalité. Donc c'est-à-dire que nous quand on vend des travaux, on ne réalise pas nous-mêmes, mais on sous-traite tout ce qu'on vend. Ici, on est venu avec la ponceuse, le burin, la visseuse et on a vraiment produit nous-mêmes certaines tâches, quoi. Voilà. Ok. Donc oui, personnellement. Quoi. Voilà, exactement. Par rapport au montant de travaux, justement, ouais. tu disais, en fait, vous êtes
vous êtes un peu planté sur l'estimation. Enfin, vous avez eu quand même des surprises. Oui. Enfin, vous êtes planté sur le montant des travaux, mais vous avez eu des surprises en travaux. Ça, c'est un truc sur lequel je voulais rebondir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent et qui cherchent, tu vois, la méthode pour le contenu dans la formation pour qu'on leur dise, voilà, avec ça, vous êtes sûr, vous n'aurez pas de surprise, etc. En fait, les surprises, c'est impossible quasiment de les éviter en rénovation. Ouais. Et même toi, tu vois, qui est du métier, là, c'est une rénovation d'ampleur, mais même sur une rénovation moindre, enfin, il y a toujours des surprises. Bien sûr. Donc, c'est même pas une question de... En fait, ne vous dites pas que vous pouvez, par une méthode ou une autre, éviter les surprises. À mon sens, c'est quasiment impossible. Il faut juste les budgéter, en fait. Exactement, il faut se prévoir une réserve. En fait, il y a des ratios qu'on peut utiliser quand même aujourd'hui qui en général ne fonctionnent pas trop mal. Par contre, si effectivement on n'est pas du milieu, qu'on n'a pas l'habitude, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prévoir large, voire très large, en se disant, au pire du pire, si mon budget de travaux explose, j'en sais rien, moi, de 50%, ma marge d'opération, ce sera ça. Est-ce que c'est acceptable, oui ou non? Et je pense que c'est ça qui peut permettre de partir sereinement sur un projet avec rénovation. Ouais, voilà. Okay. Cette rénovation, donc, quand tu l'as acheté, tu m'as dit que le DPE était vierge. Et là, maintenant... Là, aujourd'hui, on est en classe énergétique A. Ce qui est extrêmement rare sur une rénovation. Oui, effectivement, même les agences auxquelles on a présenté les biens et même les potentiels acquéreurs, c'est finalement assez rare. Nous, c'est un domaine qu'on maîtrise, donc on est arrivé. Combien d'argent tu as versé au diagnostiqueur? Combien ça t'a coûté concrètement? C'est indexé sur le prix de vente. Voilà. Parfait. Tout pour les Non, du coup, effectivement, ouais, on a fait attention évidemment au niveau d'isolation sur toute la périphérie de la maison. On a mis 100 mm d'épaisseur d'isolant partout, en laine de bois. Menuiserie double vitrage évidemment. On est dans Bordeaux-Centre, dans un quartier un peu historique, donc côté rue, on nous a imposé du bois, double vitrage, ce qui thermiquement est très bon. Et surtout, mode de chauffage et production d'eau chaude, tout est fait par une pompe à chaleur RO, ce qui aujourd'hui est le système le plus efficient en termes de notation énergétique. Ouais. Voilà. Très bien, donc c'est aussi un argument, aujourd'hui c'est vraiment un point qui est regardé par les acquéreurs de plus en plus. Quoi. Ah clairement, oui, tout à fait. C'est regarder et puis de savoir qu'on rentre dans une maison comme celle-ci et que finalement les frais de coût énergétique vont être faibles, ça peut faire la différence sur une vente. Ouais. Voilà. Donc au niveau donc là on en est au stade de la commercialisation. Est-ce que tu as rencontré des obstacles, des problèmes, des trucs, des sujets? Alors on a une petite déconvenue parce qu'effectivement on avait vendu une première fois le bien au bout d'un mois de commercialisation, donc on était vraiment très contents, surtout dans le contexte actuel. Simplement l'acquéreur s'est désisté au bout du 8e jour de délai de rétractation. À mon sens sous un faux prétexte. Voilà, c'était un chirurgien bordelais qui a priori aurait été muté à l'étranger de dernière minute. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on préfère que ça arrive maintenant plutôt qu'au bout de 2 ou 3 mois de compromis. Ça c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est notre petite déconvenue, donc on a décidé de repartir sur une commercialisation. Ouais. En termes de stratégie, aujourd'hui, on a décidé donc de commercialiser par le biais d'agences immobilières. Donc on en a sélectionné 3 et plutôt des agences dimensionnées pour des produits un peu de luxe, un peu de gamme. Pour ce type de bien, il ne faut pas prendre n'importe qui. Des agences locales de quartier, puisque les gens qui viennent habiter en fait rue Georges Mandel veulent la rue Georges Mandel exclusivement. Donc c'est important d'avoir des acteurs locaux. Et on s'est laissé environ 2 à 3 mois en laissant par le biais d'agences, et si jamais ça ne fonctionne pas, on commercialisera par nous-mêmes en baissant un peu le prix pour se laisser la porte ouverte à beaucoup plus de monde, éventuellement d'autres professionnels qui pourraient ponctuellement nous apporter des acteurs. Ok, très bien. Si tu avais des conseils à donner pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui, tu vois, peut-être ont déjà lancé une activité de marchand ou souhaitent en lancer une, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner de cette expérience et d'autres, puisque tu as maintenant d'autres opérations en cours et dans les tuyaux? Le premier, je dirais que c'est la prise de risque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se jouer la vie pour une opération de marchand. En fait, quand on démarre et qu'on cherche des opportunités, on est pris un peu souvent par l'émotionnel, en se disant qu'on veut aller vite, on veut faire des offres parce qu'on veut sortir sa première OP, parce qu'on a la sensation que celle qu'on va trouver, elle ne ressortira jamais. En fait, et surtout dans le contexte dans lequel on est, je pense que les opportunités, elles sont hyper nombreuses. Donc il faut prendre déjà une opportunité qui est à la dimension de ses capacités, autant en termes financiers qu'en termes techniques. Voilà. Moi, ça, c'est plein de bon sens. Excuse-moi, je suis obligé de rebondir. Non, mais c'est vraiment parce que c'est super. Vraiment, nous, on se tue à le dire aux personnes qu'on forme, qu'on accompagne. Si c'est votre première OP, que vous n'avez encore jamais trop fait d'immobilier, de trucs comme ça, ne vous lancez pas sur des dossiers à 1 million. Okay, c'est vraiment très bien d'être ambitieux.
Alors je dis 1 million, pas pour rebondir sur ton OP, hein, mais c'est comme symbolique, en fait, que ce soit même 900 000, c'est pareil. Je vais dire, c'est bien d'être ambitieux, et moi j'encourage les gens à être ambitieux, mais faites plutôt 2 dossiers à 450 quand vous vous lancez, parce que parfois la marche est trop haute, et si jamais vous ratez une marche, si elle n'est pas trop haute, ça va, mais par contre, si la marche est très haute, vous allez vraiment vous fracasser la gueule, et ça risque de mettre un terme à votre carrière immobilière. Donc il vaut mieux démarrer un petit peu tranquillement. Effectivement, ouais, faut démarrer petit. Et le deuxième conseil que je pourrais donner dans le contexte dans lequel on est, on constate quand même que les biens qui sont rénovés, propres et surtout avec une note énergétique correcte se vendent beaucoup plus facilement, alors que les biens à rénover, les plateaux, etc. souffrent un peu parce que les gens déjà ont moins de pouvoir d'achat. En plus, les travaux coûtent plus cher qu'avant. Donc moi, je connais des marchands sur Bordeaux qui historiquement vendaient beaucoup en plateau et qui de plus en plus font de la rénovation. Donc pour ceux qui se lanceraient dans le contexte dans lequel on est, je dirais visez plutôt des opérations où vous vendez à la fin vraiment du clé en main, sans partir sur des trucs forcément haut de gamme, mais au moins des choses où les gens peuvent juste poser leur valise et c'est plus simple en termes de commercialisation. Écoute Pascal, merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est top, et puis je te souhaite bon courage et bonne réussite pour la commercialisation. Merci Yoni, j'attends ton offre.